tous, éclairage cette semaine sur le Brésil, plus grand pays d'Amérique latine fortement touché par le coronavirus. Avec environ 210 millions d'habitants, il est, derrière les États-Unis, le second pays le plus endeuillé au monde. Il y a à ce jour plus de 46 000 morts et près d'1 million de malades. Mais ces données officielles pourraient être loin de la réalité, faute de campagnes massives de tests. Alors si la gestion de cette crise par le président Jair Bolsonaro a été très critiquée, le gouvernement affirme, lui, que la situation est sous contrôle et le déconfinement se poursuit progressivement dans la plupart des États. Alors, parmi les zones affectées, il y a l'Amazonie avec plus de 11 000 victimes. Parmi les peuples indigènes, les évêques amazoniens ont alerté début mai sur le risque d'une tragédie humanitaire. En tout cas, sur le terrain, l'Église est mobilisée auprès de ces communautés. On va en parler avec notre invité Jules Girardet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission Caraïbes et Amazonie brésilienne au CCFD Terre Solidaire. On va essayer de faire un petit tableau juste de manière concise sur les zones qui sont touchées au Brésil, en dehors de l'Amazonie, qu'on va évoquer de manière un peu plus approfondie. Mais voilà, comment est-ce que le Covid traverse le Brésil ? En fait, le Covid est partout au Brésil. Alors, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres, en particulier le sud-est et le nord-est. Au sud-est, autour des grandes mégalopoles que sont Rio et Sao Paulo, et aujourd'hui surtout au nord-est. Après, au niveau proportionnel de la population, c'est surtout le nord du pays, donc autour du bassin amazonien. D'accord. Mais encore une fois, ce que vous avez dit est exact. Ces chiffres-là sont très discutables. On ne connaît pas la réalité, faute de dépistage. Alors, l'OMS, justement, a parlé d'une situation hors de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, précisément ? C'est hors de contrôle parce que le système de santé universel brésilien, qui est un système qui est censé couvrir les 210 millions qui existent depuis 1988, est en fait très inéquitablement réparti. L'OMS préconise 1 à 3 lits de soins d'unité intensive, donc pour 10 000 habitants. Oui. C'est ce qu'on trouve effectivement dans le sud-est, à Sao Paulo, et encore, quand on regarde dans le détail, c'est également très inéquitablement réparti entre différents secteurs de la population. D'accord. Mais autour du nord, c'est plutôt une place pour 100 000 habitants. Donc on est très loin de pouvoir couvrir les besoins en fait en matière de santé de ces populations. Et donc les hôpitaux sont saturés par endroits ? On a vu dès début mars, dès avril, la situation à Manaus, qui était complètement débordée. La capitale amazonienne ? Exactement, dans l'état d'Amazonas, avec situation de débordement, faute de moyens, faute d'unités effectivement de soins intensifs, et avec des fosses communes faites à la va-vite, très rapidement, sans cérémonie, sans office, et sans qu'il y ait un véritable suivi en fait. Alors, vous parliez de cette diversité dans des zones, notamment les grosses zones urbaines. C'est le cas dans l'état de Sao Paulo. Alors, comme dans de nombreuses zones du pays, eh bien, l'Église apporte aussi une aide concrète. On en parlera avec vous, une aide à la population. On va voir dans cette ville de Cachoeira Paulista, qui compte environ 50 000 habitants. Elle est située entre Sao Paulo et Brasilia. Les cas de contamination sont peu nombreux, mais un centre médical a été ouvert par la communauté nouvelle Cansa Nova. On retrouve en direct depuis le Brésil Ivana Brandao, qui est membre de cette communauté. Ivana, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Pour vous, il est 7h30 du matin au Brésil. Dites-nous, pourquoi tout d'abord Cansa Nova a-t-elle ouvert un centre médical ? On peut être un peu surpris. Oui, en fait, la communauté a un centre médical où on accueille les gens du village où on habite, mais aussi des gens qui sont à côté. Et tous ces centres ont été investis pendant 7 ans pour accueillir les gens qui ont le coronavirus ou faire aussi l'accueil des gens qui commencent à découvrir, à penser qu'ils ont le coronavirus. Alors, dans notre communauté... Oui, il n'y a pas de structure autre que la vôtre dans cette ville ? Non, il y en a. Oui, non, il y en a. Oui. Non, on fait ensemble avec la municipalité aussi. Il y a besoin de ce soutien, c'est-à-dire que la municipalité n'est pas en capacité d'accueillir tous les malades.
Non, ici à Cachoeira Paulista, comme on est un petit village, on n'est pas très loin de São Paulo, mais en même temps, on n'est pas encore très touché. On commence à voir des cas, parce que en fait, le grand centre, c'est São Paulo. São Paulo a presque 11 000 morts déjà. Mais on sent que le coronavirus sort des grandes capitales, il rentre dans les villes là maintenant. D'accord. Alors, dites-nous, voilà, quelle aide concrète vous apportez aux malades? Vous êtes équipé comme un hôpital classique? Non, pas du tout. On fait vraiment le triage, on fait vraiment le réconfort des gens au niveau spirituel aussi. De quelle Parce manière, que les gens justement? sont... Oui. Les gens sont très confus là maintenant parce qu'en fait, il y a la maladie, le coronavirus, mais aussi on sent maintenant, le ressenti du peuple brésilien, c'est une énorme confusion des forces en fait politiques. Au milieu de tout ça, au milieu de la maladie, il y a aussi les forces politiques là maintenant. Et les gens sont désemparés. Alors on a ces soutiens en fait, contre la maladie, l'accueil des gens malades, mais aussi un soutien spirituel, psychologique pour les gens. Merci beaucoup, Ivana Brandao, d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Alors, on le voit bien, Jules Girardet, que voilà, il y a des appuis aussi qui se créent en ce temps particulier, des appuis d'église. Oui, en fait, ce que disait bien le témoignage, c'est qu'il y a une propagation aujourd'hui du virus un peu partout, selon des temporalités très différentes. Ce qui explique, c'est que ça a commencé très tôt, on n'a pas un tel pic, ça continue. Et face à parfois l'absence ou l'inexistence d'État, ce sont des mouvements de solidarité depuis les quartiers, depuis les communautés religieuses, depuis les églises, qui organisent des initiatives de solidarité. Donc depuis la distribution de kits sanitaires, de paniers alimentaires, de soupes populaires, pour subvenir aux besoins de ces populations, alors très précaires dans les favelas, dans les périphéries urbaines, qui n'ont plus de revenus, ou alors dans les zones rurales, qui se trouvent aussi coupées de leurs revenus, parce qu'elles ne sont plus dans la possibilité de commercialiser les biens de leur agriculture, les biens de leur production. Dites-nous, on a suivi la gestion, et elle a été très critiquée dans la presse, la gestion du président Bolsonaro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas eu de gestion. Il y a eu un déni, et encore aujourd'hui un déni de la maladie. Il a parlé de petite grippe, il a parlé d'hystérie collective, d'hystérie médiatique. Alors il y a toujours, en toile de fond, cette théorie du complot pour déstabiliser le Brésil, issue des forces politiques de gauche, pour déstabiliser le gouvernement. Et il y a aussi, c'est teinté aussi d'un certain anti-scientisme qui remet en cause les discours scientifiques. Et puis, il l'a dit depuis le départ, il y aura plus de victimes de la crise économique que de la maladie. Et donc, il est plus important de maintenir l'économie au-delà de la vie des personnes. Et ça, c'est une position assumée et qui est très discutable, très discutée, presque criminelle dans certains cas. Et à cela s'ajoute aussi la cacophonie politique entre ce que dit l'Union des États fédérés, les États fédérés et les mairies. Puisque certains ont prôné des mesures de confinement, de restriction, alors que le gouvernement central, fédéral, absolument pas. D'accord. Donc il y a aussi une approche qui est différente, qui est différenciée. Est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des États sont passés par cette étape du confinement ou pas ? Oui, assez tardivement, début, voire mi-avril, voire depuis la mi-mai. Certains commencent à se déconfiner, d'autres renforcent le confinement. En fait, ça dépend énormément, sachant que le gouvernement fédéral a décrété très rapidement que des activités comme des salons de coiffure, des salons de beauté étaient des activités essentielles, que la vie de l'économie et du pays. Que les offices religieux étaient aussi des services essentiels. Et donc, qu'il fallait maintenir les églises ouvertes. Voilà, et donc il fallait maintenir un certain nombre de rassemblements. Donc on a un discours qui est extrêmement confus, et c'est ce qu'a expliqué très bien le témoignage, c'est que ce soit au niveau politique, au niveau de la coordination, on ne sait pas. Et ça crée la confusion parmi les gens, et ce qui explique que ce soit souvent, depuis les communautés, depuis le quartier, on prend l'initiative de se restreindre, de mettre en place les gestes barrières de distanciation sociale, contrairement
à ce que peut prôner le gouvernement. D'accord, qui n'a pas forcément une politique de santé publique qui descend jusqu'à la population avec des affiches, des campagnes. Ah non, justement, on reviendra après sur le cas des populations indigènes, mais c'est intéressant de voir que quand on voit les postures de Jair Bolsonaro, du gouvernement, qui pendant, et encore aujourd'hui, la propagation du virus multiplie les interventions publiques entouré de ses supporters sans la moindre prise de mesures de distanciation sociale, qui justement... La plupart du temps non masqué aussi. Voilà, non masqué, ou alors le masque porté de façon presque assez drôle, je dirais, puisque c'est complètement détourné. Mais voilà, en fait, il se fait fi de toutes les mesures sanitaires pour forcer en fait, l'économie. Alors vous évoquiez la question des églises. Qui ont été décrétés comme lieu non essentiel pour à la vie des Brésiliens, et puis ça a été retoqué, je crois, par la Cour suprême, me semble-t-il. Mais alors, quel a été le positionnement des églises, justement? Parce que ça a été assez différencié entre les catholiques et les évangéliques. En fait, il serait assez tentant et facile d'opposer église catholique des églises évangéliques au Brésil. Il faut voir qu'il y a eu la position des leaders très médiatiques, très politiques, des églises néo-pentecôtistes. Oui. L'Assemblée de Dieu, l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui très vite ont dit cette épidémie n'existe pas, c'est une petite fièvre. Ils ont suivi la voie de Bolsonaro. Oui, et surtout, ils ont demandé à leurs fidèles de ne pas s'informer, de ne pas se confiner, que cette fièvre ou que cette maladie était une attaque de Satan et qu'il ne fallait pas avoir peur. Donc, un discours complètement irresponsable, mais qui n'est pas non plus représentatif de l'ensemble des églises évangéliques. Quand on regarde, on va dire, les communautés chrétiennes de base, et qu'elles soient catholiques comme évangéliques, elles ont un discours tout à fait différent de ce qu'on entend au niveau du Front parlementaire évangélique, qui a poussé, qui a porté Bolsonaro au pouvoir et qui est aussi teinté de ce discours, que je qualifierais d'anti-scientiste ou de médico-sceptique. Alors les catholiques, ceci dit, ils ont dit on ferme, et sans exception, sans aménagement, ça a été la décision de l'épiscopat brésilien. Oui, avec la mise en place de messes et de rencontres virtuelles, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se maintient. Au début, il y avait l'idée de multiplier les offices, les messes, pour garder une certaine distance. Et finalement, l'idée, après quelques semaines, c'était de fermer l'ensemble et de maintenir les mesures de confinement, en réalité. Parfois, à rebours même de certains gouvernements locaux, qui prônent au contraire le retour à la normale, à la circulation. Alors, on va parler à présent de la situation pour les peuples d'Amazonie qui ont été aussi particulièrement touchés par la pandémie, avec plus de 11 000 décès à ce jour. Un exemple dans le diocèse de Rio Branco, qui est situé au nord-ouest du pays, près de la frontière péruvienne. 15 ethnies y vivent. Le père Anderson Marsal Pires, prêtre de ce diocèse, nous raconte ce qui se passe. Il répondait aux questions de Rémi Pem. La situation, ça commence à être vraiment grave côté du Pérou. Et donc les villes, les villages qui sont proches au Pérou, où on n'a pas du tout des hôpitaux. Et donc les indigènes qui sont touchés, ils sont obligés d'y partir de l'intérieur de la forêt vers la capitale d'État d'Acre, qui s'appelle Rio Branco. C'est là qu'ils ont essayé de trouver du traitement. Mais la situation empire parce que dans la grande ville, qui est Rio Branco, la capitale, n'a pas beaucoup de place dans les hôpitaux. L'église locale, à travers du service de Caritas et CCFD, organise une collecte des aliments pour aider la population qui sont assez plus démunis parce qu'ils sont au chômage ou parce qu'ils sont confinés. Donc, l'église organise dans toutes les paroisses de notre diocèse des collectes des aliments et même d'argent pour aider cette population qui est plus touchée. Tous les évêques du nord du Brésil ont écrit une lettre en demandant à l'État brésilien de prendre des mesures pour aider la région nord. Donc, l'État a envoyé des médicaments, de ressources pour aider, mais c'est une région énorme et on n'a pas moyen de contacter tous les villages. Donc, parfois, les gens souffrent là où on
ne peut pas arriver. Donc, l'Église crie très fort pour appeler les gens qui sont à la place du pouvoir, pour se souvenir que les indigènes sont à la périphérie du monde. Au moment que tout le monde pense, la politique spécialement pense à l'économie plutôt que la vie. Donc, on est à côté des indigènes. C'est très important rappeler qu'ils sont là et qu'ils ont besoin de nous. Jules Girardet, les indigènes, finalement, ce sont un peu les oubliés du Covid-19 ? Les peuples indigènes font partie des populations les plus vulnérables du Brésil. Pour quelles raisons ? Pour des raisons historiques. La maladie fait forcément écho à des mauvais souvenirs. On sait que les peuples indigènes ont souffert depuis l'histoire de la conquête du choc épidémiologique, souffert de la variole, de la grippe, de la rougeole, toute une série de vagues de maladies qui ont, en l'espace d'un siècle et demi, réduit de 95% leur population. Donc il y a encore une mémoire collective de cette grande catastrophe, mais aussi récemment, que ce soit les Yanomami, avec la fièvre qui les a décimés dans les 70-80, ou les Guarani, avec la grippe de H1N1, il y a ces souvenirs de la maladie importée, de la maladie du blanc. Et donc la stratégie des peuples indigènes en Amazonie est celle du retrait, du dispersement, de l'isolation. D'accord. C'est ce qui se passe en ce moment ? Bien sûr. Et les groupes indigènes ont fermé les routes, ont fermé l'accès fluvial à un certain nombre de communautés pour s'enfermer, pour s'isoler. Et cette stratégie-là, en fait, elle existe, elle date pas d'aujourd'hui, elle date pas du coronavirus. Oui. Elle existe depuis des décennies. Les peuples considérés comme sans contact, en isolement volontaire, il y en a une centaine. Ce sont en fait des groupes de survivants, donc de la mise en esclavage, des massacres, mais aussi de la maladie. Et on sait aujourd'hui en Amazonie brésilienne que plus d'un tiers des décès indigènes sont liés à des maladies respiratoires. Donc forcément, dans ce contexte de propagation du coronavirus, la première mesure que prennent les communautés indigènes, c'est le repli dans leur hameau, dans leur village. Et ces décès liés à leur immunité, quand vous dites que les décès sont liés aux causes respiratoires, un tiers des décès, c'est lié au système immunitaire ? Non, c'est pas forcément lié à leur système immunitaire. Bon, il y a beaucoup de maladies respiratoires, chroniques, l'asthme par exemple, on meurt d'asthme énormément, de pneumonie aussi, mais c'est pas tellement lié à une fragilité naturelle ou biologique, mais plutôt par l'absence de soins, d'accès aux services de base, même s'il y a une administration publique qui est dédiée à la santé indigène au Brésil. D'accord, mais là, en tout cas, il y a effectivement des manques à ce niveau-là. On comprend bien que d'abord, c'est compliqué géographiquement de rejoindre ces communautés-là. Vous connaissez bien ce terrain-là. Concrètement, ça donne quoi ? Vous avez des échos du terrain, des témoignages sur ce que vivent ces populations en ce moment ? En fait, ce qui est alarmant, c'est qu'on pensait que les communautés indigènes, les peuples indigènes, étaient protégés. On avait peu de cas, et depuis 2 semaines, il y a une croissance exponentielle du nombre de cas d'infectés. Qui est dû à quoi ? C'est difficile de l'expliquer. A priori, ce serait les contacts entre la ville et la campagne. Beaucoup de peuples indigènes vivent de leur production, de leur autonomie, mais certains dépendent aussi d'allocations et d'aides qu'il faut aller chercher en ville. Et donc parfois il faut s'apprisionner, et c'est là où le contact est fait. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi lié aux invasions de leur terrain. On a pu observer durant le temps de la pandémie, en mars, avril, mai, que les invasions de terres indigènes se sont multipliées. La déforestation n'a jamais connu un tel rythme que pendant la pandémie. Il y a de plus en plus d'incendies, il y a de plus en plus d'entrées d'orpailleurs, de bûcherons. Les leaders indigènes le disent. Ils profitent de cette brèche-là ? Les agriculteurs, les bûcherons illégaux, les orpailleurs ne font pas de télétravail. Et ils ont profité, en fait, de cette quarantaine, de cet isolement et du manque de moyens aux organes publics brésiliens de surveillance pour envahir davantage ces terres. Donc ça a été considéré un peu comme une aubaine pour ces accapareurs de terres
pour ces ennemis des terres indigènes pour avancer, et il est probable que ce soit eux qui diffusent la maladie. D'accord. Il y a aussi, ce qu'on comprend bien, c'est la porosité des frontières. Le père Pires qui parlait de la frontière péruvienne avec des cas qui se développent aussi dans ces régions-là. Ça, évidemment, c'est un enjeu, ça, puisque la circulation, elle se fait quand même d'un pays à un autre autour, Pérou, Colombie, Chili. Alors, d'un pays à un autre, mais aussi d'un État à un autre au sein du Brésil. Effectivement, les frontières sont poreuses. Les délimitations des terres indigènes, il n'y a pas de contrôle, ou très peu, puisque l'État brésilien, ou le gouvernement brésilien, plutôt durant le temps de la quarantaine, au mois d'avril et de mai, a fait en sorte que les organes en charge du contrôle de ces territoires soient militarisés et soient démunis de moyens. Et a aussi entrepris de changer tout un paquet de normes réglementaires et administratives pour que des accaparements de terres illégaux qui avaient été faits sur ces terres publiques ou certains indigènes soient légalisés. Qui est une forme de, légaliser l'accaparement de terres et les avancer au service de l'agrobusiness. Donc il y a un contrôle qui est difficile, mais en plus de ça, il n'y a pas de volonté de contrôle non plus de ces territoires-là. Donc il passe un peu au second plan. La solidarité aujourd'hui, à travers cette crise, est-ce que ça invite à la repenser autrement et comment ? Ce qui est assez intéressant dans le cas brésilien, au-delà même de l'Amazonie, c'est révélateur des inégalités structurelles, criantes entre la ville, la campagne, le cas des minorités, des populations indigènes, le cas des Noirs aussi au Brésil. Effectivement, on parle beaucoup de racisme institutionnel. On voit bien quelles sont les populations qui sont les plus susceptibles de décéder du Covid-19. Donc, je pense que ça met en lumière un peu l'échec d'un système, mais aussi l'échec d'un pari politique qui était de renforcer l'extractivisme. L'extractivisme, donc l'exploitation des ressources naturelles en Amazonie, derrière le rêve que l'Amazonie était un puits sans fond, une réserve naturelle illimitée de richesses au service du développement économique. Et on s'aperçoit aujourd'hui des contradictions de ce système et comment, effectivement, ça vulnérabilise davantage ces communautés, ça les paupérise, ça les précarise et ça met en danger leur survie. Donc, ce qui est intéressant en matière de solidarité, c'est de voir les liens qu'il y a pu se faire entre ville et campagne, comment depuis la campagne, la petite agriculture paysanne a pu envoyer des tonnes d'aliments dans les quartiers périphériques de Rio, de Sao Paulo. À Recife, on a des exemples de la pastorale sociale qui, en lien avec le mouvement des Sans-Terre, a distribué des soupes populaires et 600 tonnes d'aliments auprès des populations. Donc, je pense qu'il y a, en matière de solidarité, on voit des élans entre ville et campagne, entre indigènes et non indigènes, et tout ça en dehors des structures de l'État. D'accord. Et une crise aussi qui doit peut-être se gérer au-delà du contexte brésilien de manière internationale avec les États voisins aussi, frontaliers avec le Brésil. Au niveau du contrôle de circulation de la maladie ? Notamment, et de voir comment faire pour que chacun contribue. Le problème, c'est qu'il faudrait a priori une coordination déjà politique, parler d'une même voix, avoir la même vision du développement et je pense la même vision aussi un peu de ce qu'est la maladie en soi, puisqu'on a bien vu qu'avec le gouvernement Bolsonaro, c'est quelque chose de totalement différent. Donc déjà, il y aura un besoin de coordination au niveau national et local avant d'essayer de freiner la propagation du virus en dehors des frontières. Ce qu'on comprend bien, en tout cas, c'est que l'Église est un acteur quand même essentiel, même de transformation sociale au Brésil, et dans ce contexte particulier, avec des voix fortes qui se sont élevées, les évêques amazoniens, mais pas seulement, l'épiscopat brésilien. Donc ça, c'est une vraie force d'action sur le terrain qui aide aussi à transformer ces populations. Je pense que la force de l'Église se joue à 3 niveaux. Effectivement, il y a la prise de parole de l'épiscopat, de la conférence épiscopale brésilienne, avec la lettre qui a été envoyée effectivement pour alerter de l'état des peuples en Amazonie en temps de pandémie. Il y a au niveau local, avec ces différentes initiatives de solidarité, qui passent par la distribution de paniers alimentaires ou de kits d'hygiène. Et puis il y a aussi une campagne
qui a été lancé par le réseau ecclésial panamazonien avec les œuvres pontificales missionnaires. L'Amazonie a besoin de vous. Donc, c'est récupérer des fonds, des biens alimentaires, voilà, différents biens aussi sanitaires, des masques, pour les distribuer en direction des populations traditionnelles, quilombolas, afrodescendantes et indigènes. Donc voilà, il y a différents niveaux de solidarité à l'échelle nationale, locale et même internationale en fait. Alors on pense forcément à l'exhortation apostolique, Oui. Querida Amazonia. Aujourd'hui, quel écho ça a, puisque tout ce que dénonçait Querida Amazonia, l'extractivisme forcené, l'économie avant la vie des personnes, le destin brisé de ces communautés oubliées, la frontière agricole qui avance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en temps de pandémie et de façon exponentielle, criante en fait. Ouais. Et c'est il y a une accélération, cette urgence-là. C'était pas seulement un constat qui a été fait pendant le synode et après, c'est aujourd'hui une réalité d'une Amazonie et de ses peuples en danger. Merci beaucoup, Jules Girardet, d'être venu nous apporter ce décryptage sur les situations au Brésil et en particulier sur ce qui se vit pour les peuples d'Amazonie. On va évidemment continuer à suivre la situation au Brésil dans les semaines qui viennent. Voilà, vous pouvez retrouver notre édition sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Très bonne semaine, au revoir.